ensemble, on va répondre à une question qui est quand est-ce faut-il évoquer une maladie systémique pour un médecin généraliste. Vous savez que c'est un sujet qui est très important puisque à l'heure actuelle, au niveau des facultés de médecine et lors du cursus d'un médecin généraliste, on a ajouté l'unité intégrée maladie systémique et gériatrie. Et je pense que les deux sessions, et je félicite l'équipe de Schleff d'avoir pensé à intégrer ces deux éléments qui sont très importants dans le cursus et la formation d'un médecin généraliste. Sans plus tarder, ça c'est l'agenda du jour. Il faut bien sûr, avant de répondre à cette question, on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire une maladie systémique. Il faut savoir qu'elle fait partie des maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, il y a des maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes, telles que le diabète sucré type 1, telles que la maladie cœliaque, telles que la maladie de Biermer. Et il y a les maladies auto-immunes qui ne sont pas spécifiques d'organes, c'est-à-dire il y a une atteinte qui est multisystémique, donc plusieurs organes sont touchés. Et ces pathologies, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est celle dont je vais vous parler. Il y a aussi, si vous voulez, ça c'est quelques maladies auto-immunes qu'on essaiera de voir rapidement. On va survoler les connectivités, les vascularites. Vous avez le lupus érythématosystémique, vous avez le syndrome sec, vous avez la sclérodermie, les myopathies inflammatoires, les connectivites mixtes, ça c'est les principales pathologies auto-immunes. Et vous avez le syndrome des antiphospholipides. Ce que j'aimerais bien partager avec vous, c'est que toutes ces pathologies, il y a une prédisposition féminine. Si vous remarquez, il y a un sexe ratio qui est entre 4 et 9, et cela est en faveur l'atteinte est beaucoup plus, elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et on attribue le terme de maladie rare ou orpheline lorsque la prévalence est inférieure à 1 pour 2000 habitants. Ça, c'est le deuxième constat et c'est très important de le savoir. Pour les vascularites, comme son nom l'indique, vasculite, ça veut dire maladie inflammatoire qui touche les vaisseaux. Et il y a une classification qui a été faite, ne vous inquiétez pas, on peut les classer selon le calibre du vaisseau touché. Donc vous avez les vascularites des gros vaisseaux, de moyen calibre et du petit calibre. Du petit calibre, on peut aussi les appeler les vascularites à ANCA parce qu'il y a la présence des ANCA, mais qui ne sont pas pathognomoniques. Maintenant, ce qu'on va voir, on va faire un tour d'horizon sur ces principales pathologies. On va commencer, par exemple, par le lupus érythématosystémique. L'atteinte, elle touche plusieurs organes. Et à partir de là, vous allez répondre à cette question à la fin de cette conférence en disant oui, quand est-ce que je dois penser à un lupus? Il faut savoir que parmi les atteintes, il y a l'atteinte articulaire qui a ses particularités. C'est vrai qu'il s'agit d'une atteinte d'origine inflammatoire avec une recrudescence nocturne, réveillant le patient la deuxième moitié de la nuit, avec une raideur matinale. Et lorsqu'il y a une arthrite, bien sûr, vous avez la chaleur, la rougeur et tuméfaction. Mais la particularité de l'atteinte articulaire au cours du lupus, c'est qu'elle est radiotransparente, elle n'est jamais destructrice, ce qui permet de la différencier des rhumatismes proprement dits, par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi l'atteinte dermatologique qui est un motif de consultation fréquent au cours du lupus. Et vous avez l'atteinte rénale qui conditionne le pronostic, et même il y a d'autres manifestations qui peuvent conditionner le pronostic. Vous avez aussi une atteinte hématologique, la leuconeutropénie, et d'ailleurs la lymphopénie fait partie des critères classification. Il n'y a pas un signe pathognomonique au cours de ces pathologies, il y a des critères classification, ce qui complique encore les choses. Et il y a à chaque fois, les experts essayent d'élaborer des critères classification en améliorant bien sûr les diagnostics. Vous avez aussi la présence sur le plan immunologique des facteurs antinucléaires et les anti-DNA qui sont spécifiques au cours du lupus. Là, quelques aspects, par exemple au cours du lupus aigu, quand vous remarquez, l'atteinte, elle touche les zones découvertes, c'est-à-dire photo-exposées. Et si vous voyez l'aspect au niveau du visage, c'est ce qu'on appelle le vespertilio, ou l'aspect en aile de papillon. C'est un érythème, et quand vous remarquez, il épargne les plis nasogéniens. C'est un élément important en faveur du diagnostic. Et quand vous remarquez sur la deuxième image, l'atteinte, elle ne touche pas la zone articulaire, ce qui permet de la différencier de l'atteinte de la dermatomyosite, et vous allez le voir par la suite. Il faut savoir que l'atteinte aiguë, elle signifie la poussée systémique. Donc il faut chercher une atteinte viscérale lorsque vous avez ce type de lésion. Par exemple, l'ulcération buccale, c'est synonyme d'une activité de la pathologie sous-jacente. Par contre, le lupus subaigu, il n'y a pas un parallélisme entre la poussée systémique et ses manifestations dermatologiques. Là, vous avez par exemple l'aspect annulaire, psoriasiforme et même néonatal est considéré comme subaigu. Le lupus chronique, et à partir de là, la nomination lupus, c'est un mot latin qui signifie loup, oui, mais ce n'est pas l'aspect du visage d'un loup, c'est la morsure du loup.
Et en réalité, c'est ça l'aspect que donne lorsque vous avez une atteinte chronique, il y a une atrophie centrale avec une cicatrice qui est une alopécie qui est cicatricielle. L'atteinte articulaire, c'est vrai, on peut avoir des subluxations, on peut voir la menge à coude, par exemple, l'aspect en coude vent ulnaire, mais elle n'est jamais destructrice, rappelez-vous de cet élément. L'atteinte rénale, elle conditionne le pronostic. Les deux atteintes qui nécessitent un traitement en urgence, c'est la classe 3 et classe 4, c'est contre la montre qu'il faut bien sûr traiter, il s'agit d'une glomérulonéphrite. D'ailleurs, c'est un dogme en néphrologie, un syndrome néphrotique chez l'adulte, il faut faire la PBR. Et il y a plusieurs diagnostics, parmi eux, bien sûr, il y a les maladies systémiques, les connectivites et les vascularites. L'atteinte neurologique, vous pouvez avoir une atteinte centrale comme vous pouvez avoir une atteinte périphérique. Là, c'est un aspect d'une endocardite verruqueuse, si vous voyez ici, l'aspect verruqueux d'un appareil valvulaire, et elle se voit au cours du syndrome des antiphospholipides. Ça, c'est les critères de classification et qui réunissent plusieurs éléments cliniques, biologiques, histologiques et immunologiques. Pour la sclérodermie, comme son nom l'indique, il s'agit d'une sclérose cutanée. Donc l'élément le plus important, c'est qu'il existe une sclérose cutanée. Elle peut être diffuse, comme elle peut être localisée ou limitée ou uniquement au niveau des avant-bras. Là, je partage avec vous cette image. Regardez, on dit que c'est la maladie de Paul Klee, qui est un peintre, et il exprime sa souffrance à travers cette toile. Regardez, il dit que le patient est emprisonné dans sa peau. Donc c'est une réalité, les patients sont emprisonnés dans leur peau. Les manifestations, il y a le phénomène de Raynaud. Le phénomène de Raynaud peut précéder de plusieurs années le diagnostic. Donc méfiez-vous, un phénomène de Raynaud, c'est un acrosyndrome, c'est-à-dire il survient au froid, au stress, il est composé de 3 phases, la phase syncopale, asphyxique et bien sûr érythermalgique, il faut le connaître. Quand ça survient chez l'adulte, à partir de 40 ans, pensez à un Raynaud secondaire. Il y a la maladie de Raynaud, c'est vrai, mais c'est l'apanage beaucoup plus des jeunes. Lorsqu'il y a des cicatrices déprimées, c'est-à-dire ce phénomène de Raynaud est compliqué d'ulcération digitale, pensez à un Raynaud secondaire et il se voit principalement au cours de la sclérodermie. Il faut savoir orienter le patient chez un interniste pour faire la capillaroscopie. Il y a un signe pathognomonique qui est la dystrophie ectasiante et faire le bilan immunologique. Là, comme vous voyez, il y a une rétraction au niveau des mains. Les patients, on dirait, il y a le signe de la prière, on dirait qu'il est en train de prier. Ça aussi est un signe caractéristique, caricatural au cours de la sclérodermie. Regardez l'aspect des téléangiectasies au niveau du visage, au niveau du doigt. Il y a un aspect effilé du nez avec disparition des rides ou si ça a un élément en faveur du diagnostic d'une sclérodermie. Regardez l'aspect d'une calcinose subcutanée qui peut se voir au cours de ces pathologies. Nécrose digitale aussi au cours des Raynaud sévères et elle pose un problème thérapeutique chez ces patients. L'atteinte œsophagienne aussi, il y a un relâchement du sphincter inférieur œsophagien. La pneumopathie interstitielle diffuse, elle peut se manifester par une dyspnée. Une dyspnée chez un patient, chez une femme jeune avec un phénomène de Raynaud ou qui a des signes systémiques, pensez à la sclérodermie et vous avez la pneumopathie interstitielle diffuse qui conditionne elle aussi le pronostic. Autre atteinte viscérale grave, l'hypertension artérielle pulmonaire. On dépiste ça grâce à l'échographie cardiaque et grâce à la vitesse de l'IT, l'insuffisance tricuspidienne, ça permet de dépister et rechercher l'HTAP. Et bien sûr, l'examen qui permet de poser le diagnostic, c'est le cathétérisme droit. Pour les myopathies inflammatoires, elle est apparentée, elle est proche à peu près sur les lésions dermatologiques du lupus. Il y a au niveau des zones photo-exposées, il y a un érythème. Mais regardez cette fois-ci, ça n'épargne pas les articulations. C'est ce qu'on appelle les papules de Gautran et c'est pathognomonique au cours de la dermatomyosite. Vous avez un érythro-œdème lilacé au niveau du visage. Ça se voit aussi au cours de la dermatomyosite et diagnostic différentiel, vous avez le lupus érythémateux systémique. Ça, il y a d'autres manifestations au cours des myopathies, mais rappelez-vous, ce qui permet de conditionner le pronostic, c'est l'atteinte des muscles lisses, donc les fausses routes et l'atteinte des muscles lisses, à savoir les troubles du rythme cardiaque. Le traitement, c'est à base de corticoïdes à forte dose, des bolus de corticoïdes, sinon les immunoglobulines. Pour le Gaucher-Sjogren, il y a un syndrome sec, il y a un aspect de sécheresse des muqueuses et vous avez une xérostomie, xérophthalmie. Pensez à ça, il faut éliminer une hépatite C et la prise des neuroleptiques lors de la première session. Rappelez-vous que parmi les effets secondaires des neuroleptiques, il y a la sécheresse des muqueuses, mais lorsque vous éliminez tout ça, on peut faire le diagnostic grâce au test de Schirmer. Il s'agit d'une bandelette pour voir la sécrétion lacrymale, la présence de larmes et même au niveau des parotides, on fait une biopsie des glandes salivaires qui permet aussi
d'orienter le diagnostic, il y a une infiltration lymphoproliférative. Lymphoplasmocytaire, pardon. Au cours du Sjogren, le risque pour nous, la hantise, c'est la transformation. Il y a le risque de transformation vers un lymphome. Il y a quelques signes orientateurs, à savoir la présence d'une cryoglobulinémie, l'existence d'un purpura, la fluxion glandulaire. Regardez l'aspect en poire du visage de la patiente suite à la tuméfaction des glandes parotides. Pour le bilan immunologique, les facteurs antinucléaires, c'est un bilan de dépistage, comme vous voyez, et en fonction de l'aspect, ça va nous orienter vers telle ou telle pathologie. Par exemple, si les facteurs antinucléaires sont positifs, ils sont homogènes, pensez au lupus. S'il y a un aspect moucheté, pensez aux autres connectivites, par exemple la sclérodermie, la myopathie inflammatoire et les autres pathologies. Et centromère, par exemple, pensez à la sclérodermie. Mais il faut savoir qu'ils ne permettent pas de poser le diagnostic. Ce n'est pas comme une hépatite C, hépatite B. La présence d'antigènes HBS, anticorps HBC, permet de poser le diagnostic. Ça oriente et il s'agit d'un faisceau d'arguments cliniques, biologiques, histologiques et même immunologiques. Là, quelques aspects pour les facteurs antinucléaires. Regardez en haut, c'est un aspect homogène. Ça, c'est un aspect moucheté. Ça, c'est un aspect nucléolaire. Et ça, c'est un aspect homogène, mais périphérique, qui peut se voir au cours du lupus. On peut demander certains autres examens complémentaires, tels que le complément, tels que le syndrome des antiphospholipides, les anticardiolipines et les anti-bêta-2-GP1. Il s'agit de maladies abortives. Lorsqu'il y a des avortements, par exemple 3 avortements au premier trimestre chez une femme, non expliqués, on ne trouve pas l'explication. Pensez au syndrome des antiphospholipides. Un accident thromboembolique, quelle que soit une thrombose veineuse profonde, une embolie pulmonaire, même thrombose veineuse cérébrale, les situations insolites, pensez au syndrome des antiphospholipides. Là, un aspect typique d'une électrophorèse des protéines sériques, ce qu'on voit au cours des maladies de système, principalement une hypergamma polyclonale, comme vous le voyez au niveau de la bande gamma, et c'est l'apanage de presque toutes les pathologies auto-immunes. Maintenant, on va voir ensemble rapidement les vascularites. Les vascularites, la classification, c'est la classification de Chapel Hill. Il y a un groupe de chercheurs où ils se sont réunis à Chapel Hill, aux États-Unis, et ils ont élaboré cette classification. Vous avez en premier lieu les vascularites touchant les gros vaisseaux. Vous avez chef de file, la maladie d'Orton ou l'artérite gigantocellulaire, puisqu'on a changé la nomenclature. Pour vous, rappelez-vous, des céphalées intenses, rebelles chez un sujet âgé, pensez à la maladie d'Orton. La maladie d'Orton, c'est une vascularite qui touche les gros vaisseaux et même les vaisseaux à destinée cérébrale. Par exemple, la carotide externe est à destinée céphalique. Vous avez la mâchoire et vous avez comme signe la claudication de la mâchoire. Vous pouvez avoir une nécrose au niveau du scalp, vous allez voir l'illustration, mais ce qui conditionne le pronostic, c'est beaucoup plus l'amorose, l'atteinte du nerf optique, et il y a le risque de cécité. Une baisse d'acuité chez un sujet âgé, pensez à la maladie d'Orton. Un syndrome inflammatoire persistant, inexpliqué, c'est-à-dire une VS à 3 chiffres, chez un sujet âgé, pensez à la maladie d'Orton. Regardez l'aspect, vous aurez une artère temporale qui est tortueuse, indurée, avec une hyperesthésie du scalp. On fait, nous, la biopsie pour rechercher l'artérite gigantocellulaire, et vous avez une destruction de la limitante élastique, ce qui permet aussi d'orienter le diagnostic. Mais ce qui conditionne le pronostic, c'est l'atteinte oculaire. Vous aurez une névrite optique ischémique antérieure aiguë et une névrite optique rétrobulbaire. Regardez, ça c'est un aspect de nécrose intéressant le scalp qui se voit tardivement chez les sujets âgés. Nécrose de la langue aussi, elle peut se voir au cours de la maladie d'Orton. Ça c'est un PET scan qui a permis d'orienter le diagnostic, comme vous voyez l'atteinte de l'aorte et ses branches. La deuxième maladie vascularite des gros vaisseaux, maintenant on passe du sujet âgé vers le jeune. Cette fois-ci, cette vascularite, elle touche les femmes jeunes, orientales. Et on appelle ça la maladie des femmes sans peau. Pourquoi? Parce qu'il y a une abolition des peaux, une claudication d'un membre, par exemple du membre supérieur. Vous aurez une anisotension, une différence de tension artérielle entre les deux bras. Pensez à la maladie de Takayasu. Et il faut savoir qu'on a parmi nous professeur Zekri, qui est une des fondatrices de la Société algérienne de médecine vasculaire. D'ailleurs, je suis un de ses élèves. On a beaucoup appris grâce à cette société savante, tout ce qui est vascularite et principalement la maladie de Takayasu. Ils ont fait beaucoup de publications dans ce sens.
Les atteintes peuvent toucher l'aorte et ses branches. Regardez quelques iconos concernant ces vascularites. La carotide externe, vous aurez une atteinte segmentaire et focale qui permet d'orienter le diagnostic. L'HTA rhinovasculaire, une HTA résistante chez une femme jeune, pensez à la sténose de l'artère rénale et secondairement à la maladie de Takayasu. Elle se voit beaucoup plus chez la femme. Là, quelques illustrations concernant cette vascularité. Le risque, c'est quoi? C'est les ectasies, l'anévrisme, risque de rupture d'anévrisme, l'insuffisance aortique, sténose des artères rénales et HTA secondaire. Pour les vascularites de moyen calibre, chez l'enfant, la principale, c'est la maladie de Kawasaki. Elle réunit comme signe fièvre, altération de l'état général, une éruption morbidiforme, une chélite, une conjonctivite. Le pronostic, il est dû à une atteinte coronaire, puisque ça touche les vaisseaux de moyen calibre. Et regardez quelques illustrations, la disquamation au niveau de la face plantaire des pieds, l'éruption morbidiforme. Regardez l'aspect de la chélite chez l'enfant, elle se voit beaucoup plus chez l'enfant. Mais ce qui conditionne le pronostic, c'est l'atteinte coronaire. Comme vous voyez ici, regardez l'aspect anévrismal des artères coronaires. Le traitement, c'est l'aspirine à forte dose et les immunoglobulines, ça permet de sauver ces enfants. La deuxième vascularite de moyen calibre, vous avez la périartérite noueuse. On en voit de moins en moins. Pourquoi? Parce que cette vascularite, elle est dans la majorité des cas liée au virus de l'hépatite B. Et grâce à l'avènement de la vaccination contre l'hépatite B, on en voit de moins en moins. C'est une vascularite. Les vaisseaux de moyen calibre, c'est les vaisseaux à destinée viscérale. Par exemple, les coronaires et les artères rénales. Il y a une altération de l'état général, vous avez une atteinte dermatologique faite de livido, vous pouvez avoir une neuropathie périphérique, des ulcères de jambes, regardez cet aspect, ulcération purpura au niveau des membres inférieurs, les nécroses digitales, l'atteinte du nerf poplité externe, elle est fréquente au cours de la panne. Regardez l'aspect d'une séquence angio, un aspect anévrismal de l'artère rénale et ses branches. Et l'atteinte rénale, elle n'est pas d'origine glomérulaire, elle est d'origine vasculaire, ce qui permet de la différencier des autres vascularites, des petits vaisseaux, et vous allez le voir par la suite. Regardez un infarctus mésentérique qui était à l'origine d'une excrétion, d'une exérèse intestinale diffuse. Les vascularites des petits vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les vascularites à ANCA. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, on trouve les ANCA. Et on a le chef de file, la polyangite microscopique qui associe l'atteinte rénale. Et là, l'atteinte rénale, elle est d'origine glomérulaire. Vous pouvez trouver un syndrome glomérulaire, un syndrome néphritique ou un syndrome néphrotique, protéinurie, hématurie. Et je pense que vous devinez quand est-ce faut-il penser à ces pathologies lorsque vous avez une hématurie, une protéinurie et même une insuffisance rénale ou une GNRP, une glomérulonéphrite rapidement progressive. Quelques aspects, vascularité au niveau des membres inférieurs, l'atteinte rénale. Au cours de la granulomatose de Wegener, je suis à 2 minutes. Très bien, il reste 2 minutes. Merci. Au cours de Wegener, vous avez une atteinte pulmonaire, une atteinte ORL et une atteinte rénale. Là, quelques aspects, si vous voyez sur ces illustrations, l'ulcération buccale aussi. Regardez, il y a une destruction de la pyramide nasale. Et c'est une des caractéristiques du Wegener. Les sinusites sont destructrices. Une sinusite rebelle qui traîne, pensez à la maladie de Wegener. Là, un aspect de livido. On passe, ça c'est un tableau comparatif pour ces pathologies. Les autres, vous avez la cryoglobulinémie. La maladie de B7, on est en Algérie, bassin méditerranéen, une aphthose bipolaire rebelle, pensez à la maladie de B7. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand est-ce faut-il penser à une maladie systémique? Maintenant, si je vous dis, devant une altération inexpliquée de l'état général, vous allez me dire oui, parce qu'on a vu que l'altération de l'état général fait partie des signes cliniques. Quand je vous dis, devant un purpura vasculaire, un taux de plaquettes qui est normal, avec la présence d'un purpura polymorphe, vous allez me dire oui. Photosensibilité, érythème, nécrose cutanée, gangrène, atteinte articulaire inexpliquée d'horaire inflammatoire, acrosyndrome, rénaux chez le sujet âgé, pensez à une maladie systémique, lorsqu'il y a une neuropathie périphérique, lorsqu'il y a un syndrome pneumorénal, c'est-à-dire une hémorragie alvéolaire avec un syndrome glomérulaire, des ulcérations buccales et génitales, la présence des facteurs antinucléaires, un bilan immunologique positif, et même les cytopénies, l'atteinte immunologique peut évoquer une maladie systémique. Ça, ce qui n'est pas une vascularite. Au total, ce qu'on peut dire, les maladies auto-immunes sont nombreuses et très variées. On pense d'une maladie rare lorsque la prévalence est inférieure à 1 sur 2000 habitants. Et la majorité de ces maladies touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. Les anticorps ne représentent pas un signe pathognomonique, c'est un faisceau d'arguments cliniques et
biologiques, immunologiques. Les vascularites, comme vous les avez vus, on peut les classer selon l'atteinte du vaisseau, gros vaisseau, moyen calibre ou petit calibre, et je vous remercie pour votre attention.